Jacques de Tézac est né en 1862 à Orléans. De santé fragile, il est rapidement envoyé sur la côte atlantique afin de bénéficier des bienfaits du littoral. En 1888, il épouse une Concarnoise avec qui il s'installe à Sainte-Marine, à quelques kilomètres au sud de Quimper. Il rencontre alors les pêcheurs bretons et s'émeut de leurs conditions de vie. Ces derniers vivent en effet dans une grande pauvreté sur le continent, cabanant sur leurs bateaux pour certains, ou dépensant leur argent en alcool dans les bistrots pour d'autres. Face à cette triste réalité, Jacques de Tézac souhaite venir en aide aux marins en améliorant leurs conditions de vie. Dans un premier temps, il crée l'Almanach du marin breton en 1899, sorte de manuel édité chaque année et recensant des conseils de navigation mais aussi d'hygiène, ainsi que des préceptes moraux destinés à détourner les marins de l'alcoolisme. Mais c'est surtout à partir de 1900 que ce philanthrope s'illustre en créant les deux premiers abris du marin à Saint et au Guilvinec dans le Finistère. 10 autres verront le jour du vivant de Tézac et 3 de plus seront construits après sa mort en 1936. Bien qu'ils aient dû fermer les uns après les autres à partir des années 60, certains de ces abris sont toujours debout, comme à Douarnenez par exemple. Pour qu'ils soient facilement repérables, Tézac opta pour la couleur rose, couleur du bonheur selon lui. Chaque abri s'organise généralement de la même manière. On trouve une grande salle au rez-de-chaussée, véritable lieu de vie où les marins se réunissaient, s'entraînaient à lire des cartes marines, jouaient ou participaient à des cours de réanimation où un volontaire jouait le rôle du noyé, ou encore assistaient à des conférences qui dénonçaient bien souvent les ravages de l'alcool. Si les abris étaient bel et bien des lieux de vie, les marins venaient également pour s'y reposer. Ainsi, aux étages, on trouvait une salle de lecture et des couchages pour qu'ils n'aient pas à dormir sur leur bateau. Enfin, un préau accolé à l'édifice abritait des agrès pour que les marins puissent pratiquer une activité sportive de manière régulière. L'alcool était interdit dans les abris, remplacé par de la tisane d'eucalyptus que Jacques de Tézac apportait d'ailleurs lui-même à bord de son auto-canot. Tézac ne s'est également pas contenté de photographier les marins et la vie dans les abris. Grâce à lui, nous disposons d'une importante collection de clichés représentant des Bretons et Bretonnes en costumes traditionnels. Le pays glazique n'est que peu représenté sur les photos de Tézac. Néanmoins, ici nous pouvons voir 4 femmes en costume glazique avec la coiffe Borleden. Au premier plan, les 2 personnes plus âgées sont eux vêtues des costumes de Lavenne. Le costume de l'homme est toutefois semblable, par sa coupe, à la mode du pays glazique. Ce costume, nous le retrouvons au sein de cette famille de Lavenne. Il est intéressant de noter que même les enfants sont en habits traditionnels, ce qui nous renseigne sur leur âge. En effet, avant leurs 6 ans, et partout en Bretagne, les plus jeunes portent une robe qui est exactement la même pour les garçons comme pour les filles. La tenue féminine de la veine se caractérise par une coiffe aux ailes de tulle bordée relevée en volute et d'une collerette amidonnée qui se redressera et grandira davantage dans les évolutions suivantes. Quelques exemples plus récents, exposés dans les vitrines du musée, permettent d'ailleurs de constater tout cela. Parmi les photos prises à Concarneau, il en est une où la tenue de la veine côtoie celle des pennes-sardines. La mode penne-sardine possède une spécificité, celle d'être présente dans plusieurs ports du sud de la Cornouaille. Bien qu'elle couvre une bande de terre s'étirant de Douarnenez à Audierne, on la retrouve également sur la presqu'île de Crozon, à Concarneau donc, et dans les ports anciens du pays bigoudin. Sa sobriété traduit par ailleurs la rudesse du monde maritime. Le nom de penne-sardine, qui signifie tête de sardine en breton, désigne dès le XVIIIe siècle la population de Douarnenez. Ce nom fut ensuite transmis à la coiffe, qui se compose d'un bonnet brodé posé sur un bonnet noir pour en faire ressortir les motifs, et dont les dernières évolutions des petites ailes rappellent les délicates nageoires du poisson bleu. Mais le nom de cette mode fait également écho à l'importante activité sardinière de la ville et au travail des femmes dans les conserveries.
La tenue de l'île de Sein diffère véritablement du reste de la Cornouaille et de la Bretagne en général. Elle est entièrement noire jusque sur sa coiffe, dont la forme évoque cette fois des oreilles de chat. Il s'agit à la base d'un costume de deuil, mais celui-ci fut porté en permanence avec les ailes de la coiffe relevées à partir de 1885, lorsqu'une épidémie de choléra décima une part importante de la population insulaire. Sur les photos de Tézac, on voit surtout des femmes et des enfants. La raison en est à la fois simple et tragique. Les hommes sont à la guerre. Bon nombre de ces clichés ont en effet été pris durant la Première Guerre mondiale et étaient justement destinés à être envoyés sur le front aux maris et pères de famille qui combattaient là-bas. Sur celui-ci, l'une des jeunes filles désigne d'ailleurs son père sur la photo qu'elle tient à la main. Nous sommes ici en pays bigoudin, mondialement connu grâce à son immense coiffe verticale. Pourtant, il s'agit au départ de l'une des plus petites coiffes de toute la Bretagne. Au début du XXe siècle, elle est encore assez petite, mais commence à se développer. Ce n'est qu'à partir des années 1930 qu'elle prend véritablement de la hauteur, à l'image de ce que l'on trouve sur les costumes présentés dans les vitrines du musée. Cette envolée n'est due qu'à un excès de coquetterie, les bigoudaines souhaitant avoir la plus belle coiffe possible et être identifiables d'un seul coup d'œil. Mission accomplie. Ces dernières photos montrent justement plusieurs générations de bigoudaines, et l'on constate que la coiffe des jeunes filles est effectivement plus haute que celle de leurs aînés, bien que l'on soit encore loin de la coiffe que nous connaissons actuellement. Malgré les contraintes techniques de l'époque, quelques photos furent également prises en intérieur. On y voit par exemple un lit clos, caractéristique du mobilier breton dans une maison du pays bigoudin, ou encore un vaisselier dans une maison de la Veine à Élian. Tézac réalise également des photos les jours de pardon. Ces fêtes religieuses typiquement bretonnes étaient par ailleurs l'occasion pour les habitants de revêtir leurs plus beaux habits traditionnels. Cette courte présentation n'est évidemment qu'une mince partie du fond photographique de Jacques de Tézac. Elle nous permet néanmoins d'appréhender le travail de ce véritable philanthrope, amoureux de la Bretagne, et qui posa toute sa vie durant un regard bienveillant sur ses habitants. Bonne visite à tous et à très bientôt dans les salles du musée breton.